Bonjour à tous, donc je suis ravi d'être là, merci aux collègues de m'avoir invité. Alors l'idée de cette intervention est d'ouvrir à la discussion ensuite sur cette cohérence didactique qu'on peut essayer de présenter et qu'on peut questionner, ça sera l'objet de notre discussion ensuite, si vous le voulez bien, donc de ces nouveaux programmes. Alors, la place des sciences en introduction dans le nouveau lycée, elle a été modifiée par cette réforme, puisqu'en seconde, vous le savez, en plus des SVT, de la physique-chimie et des mathématiques, a été créée une nouvelle discipline scolaire. Vous y participez peut-être, certains d'entre vous, donc sciences numériques et technologies, SNT, donc ça rajoute 1h30 en seconde de cette nouvelle discipline scientifique. En cycle terminal, le paysage se modifie fortement avec l'introduction en première comme en terminale d'un enseignement scientifique, on y reviendra, et d'où la source d'hétérogénéité qu'a évoquée tout à l'heure Sophie Ponce, la combinaison de différentes spécialités au choix des élèves, donc des parcours beaucoup plus variés qu'actuellement, donc des élèves qui prendront SVT et d'autres spécialités scientifiques ou pas, ou d'autres spécialités non scientifiques. Donc on pourra échanger sur la richesse que ça peut procurer, mais aussi les difficultés de gestion du groupe classe. Et puis enfin, l'option de mathématiques qui a été pensée pour mathématiques complémentaires, vous le savez, quand elle a été créée, fortement pour les élèves qui s'orientent vers les études biologiques du type BCPST, du type santé, médecine, ou également pour les élèves à profil économique et qui ne souhaiteraient pas en terminale poursuivre la spécialité mathématique. Alors, du coup, on a affaire à la fois à une réforme qui nous crée des groupes classes avec des profils beaucoup plus variés, beaucoup plus hétérogènes que par le passé, en ayant affaire à un programme qui est ambitieux, à la fois en spécialité. Ça a été une volonté du ministre qui utilisait l'expression « remuscler le baccalauréat », donc avoir par des volumes de 4 plus 6, un volume et une ambition conceptuelle importante, et elle l'est également pour l'enseignement scientifique, donc une ambition que je vais vous présenter, enfin que vous connaissez déjà, mais je voudrais vous la présenter sous un angle didactique. Alors, je vais aborder dans un premier temps, qui ne va pas être très long, mais malgré tout, les points communs partagés par ces deux disciplines que sont la spécialité SVT d'une part et l'enseignement scientifique qui mobilise des connaissances relatives au SVT dans un contexte interdisciplinaire, puis aborder longuement la spécialité SVT et ses spécificités, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette spécialité, et enfin, de façon plus courte, les spécificités de l'enseignement scientifique de terminale, puisque celui de première, vous le connaissez. Les points communs, on a affaire à des disciplines scientifiques et donc je me suis prêté à un exercice d'essayer de dégager les enjeux communs, les objectifs de formation communs à ces deux enseignements, puisque ce sont des enseignements scientifiques. Les deux ont pour objectif de poursuivre la construction d'une culture scientifique amorcée en collège d'une part, en seconde d'autre part. Donc le cycle terminal va prolonger la construction de cette culture scientifique qui a, on pourrait dire, deux objectifs majeurs. D'une part, de permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté éclairée par cette culture scientifique, ce que les anglo-saxons appellent littératie scientifique, donc cette culture utile au quotidien pour comprendre le monde, et également pour les élèves qui choisiront la spécialité, de pouvoir s'orienter vers des métiers où les sciences sont partie prenante. Deuxième aspect, alors quelque chose sur lequel je pense sur lequel on a conscience que nos disciplines jouent un rôle majeur, mais où on a peut-être des choses à penser, à améliorer, c'est l'idée de transformer son rapport à la nature. Notre discipline a pour objectif d'aider les élèves à passer d'un rapport de sens commun au monde à un rapport éclairé où on a du recul, on prend du recul sur sa place au monde, ses impacts au niveau de la nature, et donc c'est tout ce qui relève des aspects de biodiversité, mais aussi de géodiversité, du climat, des ressources, des risques, donc toute cette dimension sur quel rapport on peut entretenir à la nature. Je vais développer un petit peu ces trois exemples juste après. Et puis on a une discipline, c'est pas sans lien avec le point précédent, hein, c'est des focus, c'est trois focus différents, mais qui ne sont pas indépendants, bien évidemment. On a une discipline qui est fortement impliquée dans des éducations transversales, ce qu'on appelle aussi les éducations A, l'éducation à la santé notamment, pas que, la précédente renvoyait davantage à l'éducation au développement durable, mais je vais le développer à présent. Alors pour ce qui relève du premier enjeu majeur de développer une culture scientifique, l'idée d'aider les élèves à construire une représentation cohérente du monde en
pensant la complexité, on va développer tout à l'heure un exemple, j'ai choisi de prendre le climat comme exemple de complexité, mais je crois qu'on est vraiment une discipline pour laquelle la complexité est au cœur de notre champ disciplinaire. On a aussi une discipline qui est fortement impliquée, on y reviendra tout à l'heure à travers la présentation sur l'oralité, dans la construction de compétences transversales. On parlera aussi des compétences psychosociales qui sont largement travaillées dans l'académie, mais via le travail collaboratif, via les compétences linguistiques, on a une discipline qui fait progresser les élèves dans ce champ-là, et donc on n'est pas les seuls, mais on a une participation, une contribution forte à cette construction de ces compétences transversales. Et puis, ça c'est un enjeu partagé aussi avec l'enseignement scientifique, l'idée d'aider les élèves à prendre conscience de ce qu'est la science, et distinguer le champ de connaissances scientifiques des croyances ou des opinions. Et donc ça va être un enjeu majeur qu'on pourrait qualifier d'épistémologique, qui peut être éclairé par l'histoire des sciences. Et donc ça, c'est quelque chose qui, dès le collège, est travaillé, mais qui n'est pas simple. Construire des critères de scientificité, de comment fonctionne la science, de qu'est-ce qui fait qu'un savoir est considéré comme scientifique ou non, eh bien c'est un enjeu majeur, d'autant plus important qu'on assiste à une certaine défiance vis-à-vis de la science, quand dans un certain nombre de sondages sur les conceptions des Français montrent que, par exemple, sur la vaccination, il y a un certain nombre de représentations erronées et de croyances, alors même que depuis longtemps, dans les programmes dès le collège, on aborde ce sujet, donc on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement de connaissances, mais bien de délimiter ce qui relève, de travailler de façon explicite de ce qui relève des savoirs, mais de ce qui relève aussi de valeurs, de croyances. Développer l'esprit critique, ce n'est pas indépendant de ce que je suis en train d'évoquer. Un esprit critique, on le présente à la fois comme une attitude et un état d'esprit général. En réalité, il est fortement ancré sur les savoirs scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a besoin de savoir pour exercer son regard critique. Et donc les deux aspects, l'aspect plus transversal et l'aspect spécifique des savoirs en jeu, sont évidemment très articulés. Et puis, on est une discipline qui, on n'est pas les seuls, la physique-chimie l'est également, met fortement en avant la dimension de pratique scientifique, soit dans la réalisation, la mise en œuvre, et ce n'est pas en lien avec les conditions matérielles de mise en œuvre, on pourra en reparler, je sais que c'est un sujet complexe, et la dimension également d'analyse. Je crois qu'il ne faut pas négliger le rôle que peut avoir l'analyse de démarches scientifiques actuelles ou passées, le travail sur la littérature scientifique, les articles scientifiques. C'était également un bon moyen pour aider les élèves à comprendre la manière dont la science s'écrit, se présente et se structure. Deuxième objectif que j'avais présenté comme un point commun, un objectif commun, même si par le volume horaire, il va être plus fortement travaillé en spécialité, mais l'idée de transformer son rapport à la nature, c'est un enjeu majeur. Là, je reprends deux diapos que Nathalie Machon et Sébastien Turpin du Muséum national d'histoire naturelle ont présenté dans une conférence, dont vous pouvez trouver la vidéo en cliquant sur ce lien, vous aurez le diaporama. C'était une conférence passionnante sur les programmes Vigie Nature École et qui montrait deux résultats de recherche qui interrogent. Vous voyez ici une enquête, alors c'est aux États-Unis, c'est pas en France, donc bon, la transposition est toujours délicate, mais malgré tout, on constate un phénomène sociétal de baisse importante du temps d'exposition à la nature. Alors le mot à mettre entre guillemets, c'est à discuter qu'est-ce qu'on appelle nature, mais en tout cas les activités ici à l'extérieur. On a interrogé des enfants de 9 à 12 ans, combien de temps ils passent dehors à faire du jardinage, de la randonnée, du camping, etc. Des activités de pleine nature où ils sont en contact avec des êtres vivants. Après, la question est quel regard ils portent à cette nature, mais en tout cas, le temps où ils y sont confrontés. Et on voit que le temps passé par semaine a baissé d'un facteur 2, donc il était d'environ 40 minutes en 1997. En 2003, dans une seconde enquête, il est passé à une vingtaine de minutes, donc c'est vraiment dérisoire. Donc on voit bien que l'école, ici, ce n'est pas l'école qui est interrogée, c'est la société globalement et les transformations de la société. Mais la question qu'on se pose en tant qu'enseignant, c'est quel rôle on a, nous, à l'école, pour essayer de lutter contre certains chercheurs parlent d'extinction d'expériences de nature. Le terme est assez frappant. Deuxième enquête complémentaire, une enquête ici réalisée en Asie, au Japon, où vous voyez qu'on a interrogé des enfants sur un certain nombre d'activités et on a comptabilisé en négatif ici le pourcentage d'enfants qui n'ont jamais fait
de randonnée en montagne, qui n'ont jamais grimpé aux arbres, jamais pêché, jamais capturé d'insectes, jamais observé d'oiseaux. Donc là, sur une dizaine d'années, entre 1998 et 2009, et toutes ces questions évoluent dans le même sens, c'est-à-dire un accroissement d'élèves qui n'ont pas fait de randonnée en montagne, grimpé aux arbres, etc., avec des chiffres tout à fait massifs. Observer des oiseaux, la moitié des élèves déclarent ne jamais avoir observé d'oiseaux ou capturé d'insectes. Donc, par rapport à la Convention sur la diversité biologique, il y a pourtant, c'est une forme de paradoxe entre le constat de cette réalité inquiétante quand on est naturaliste comme on peut l'être en tant que prof de SVT, et donc une recommandation d'encourager les connexions, les expériences directes, régulières, répétées avec la biodiversité. Peut-être c'est un élément pour dire, j'ai entendu parfois des critiques en disant « Oh là là, encore la biodiversité, en seconde, on l'a déjà fait en cycle 4, oh encore ». Mais ce travail, il doit être, alors si ce n'est de dire quotidien, en tout cas régulier. Simplement, on ne va pas le faire de la même manière à chaque année. L'idée, c'est pas de refaire tout le temps la même chose, la même sortie, le même groupe biologique. Mais au-delà de la connaissance des êtres vivants, il y a la question de leur relation, de leur interdépendance, de la variation sur l'année, de la dynamique. Donc vous voyez que les entrées sont multiples, mais il y a une vraie nécessité, si on se fixe comme objectif que notre discipline doit contribuer à réduire un petit peu cette expérience de nature, qui encore une fois n'est pas le produit de l'école, mais d'une évolution de la société plus globale. Là, je pense qu'on peut avoir des choses à faire, notamment, et ça on le néglige peut-être trop souvent, la dimension émotionnelle. Parce que quand on étudie la biodiversité de façon documentaire, ou quand on va être au contact de l'expérience de nature, certains d'entre vous ont peut-être fait le programme Placette à vers de terre de Viginature, eh bien, quand les élèves sortent les vers de terre qui les comptent, eh bien, c'est pas sans générer des réactions de « Oh là là, regarde celui-là comme il est gros, oh là là, c'est horrible, c'est sale », ou à l'inverse, des réactions positives, donc l'émotion dans les deux sens. Et l'émerveillement qu'on peut avoir à observer des mésanges bleus, etc., eh bien, c'est, je crois, une dimension qui n'est pas cognitive, qui est émotionnelle, mais qui contribue fortement à générer un autre rapport à la nature, qui est un rapport documentaire. Et puis, connaître et agir pour la biodiversité, y compris au sein de l'établissement. Vous êtes une académie avec les jardins à Créteil, ça s'appelle les jardins de Créteil, c'est ça ? Les jardins de Créteil, il y a plein de dynamiques dans votre académie. Vous êtes, mais je crois qu'on est une discipline, même si ça ne relève pas cette éducation développement durable et cette connaissance de la biodiversité que de nous, profs de SVT, on a un rôle majeur à y contribuer. Ça me semble naturel, que ça, par des aménagements, par des mises en œuvre de sciences participatives, des labellisations E3D, etc. Donc cet objectif, je l'ai fait ressortir comme un objectif majeur parce que je crois que sociétalement, là, on voit avec l'érosion de biodiversité que si on veut que l'école ait un impact, on ne peut pas en rester simplement dans le champ des connaissances, mais la connaissance des connaissances scientifiques, théoriques, des modèles explicatifs, mais la connaissance pragmatique, empirique de la biodiversité est importante aussi. Le troisième point, troisième aspect majeur partagé par ces deux disciplines, que sont les SVT et également l'enseignement scientifique, c'est l'idée d'éduquer les élèves à faire des choix éclairés par la science, enfin qu'on espère éclairés par la science. Donc là, on a affaire à une dimension qui est comportementale, c'est-à-dire que leur choix d'action au quotidien repose sur les connaissances, mais pas uniquement. Alors, c'est l'ensemble de ces champs d'éducation-là. On aurait pu compléter la liste, hein, je ne l'ai pas fait exhaustive, j'ai mis un focus sur certains. Donc là, j'ai parlé beaucoup de développement durable, mais la santé et la sexualité sont des objectifs majeurs auxquels, encore une fois, vous le savez, notre discipline contribue beaucoup. Je ne détaillerai pas les autres pour des raisons de temps. Alors, un petit focus sur ces questions de compétences psychosociales. Quand on interroge les comportements, les études de santé qui étudient les comportements des jeunes et des adultes, ont montré que les connaissances sont des déterminants majeurs de nos comportements de santé. Nos connaissances, mais également deux déterminants internes, les valeurs, les convictions personnelles, des aptitudes physiques. Mais on ne peut pas résumer nos comportements à ces seules connaissances. Un médecin sait très bien que fumer n'est pas bon pour la santé. Pour autant, quand on va voir les médecins à leur pause, eh bien, ça fume plutôt beaucoup. Donc on voit bien que la relation au tabac, de même que quand on interroge les élèves sur l'utilisation du préservatif, de façon déclarative, ils vont dire en majorité qu'il est important d'utiliser le préservatif. Par contre, lors de leur rapport sexuel, quand ils ne l'utilisent pas, c'est pour des raisons autres que cognitives, mais il faut gérer son stress face au partenaire, ses émotions, le moment, l'état dans lequel on est, est-ce que je gère
gère de la même manière mes comportements quand je suis en état d'ébriété après une soirée ou pas, et la résistance du groupe, la pression du groupe, la pression sociale. Donc on voit que les déterminants externes et environnementaux sont majeurs. Et donc on ne peut pas résumer le rôle de l'école à une dimension de transmission de savoir si on veut avoir un effet sur les comportements éclairés par la science, mais il y a nécessité de travailler sur les compétences psychosociales, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient sociales dans la relation aux autres, la connaissance de soi et la relation aux autres, et bien évidemment la dimension cognitive fait partie de ces compétences psychosociales. Autrement dit, faire un cours sur l'importance du préservatif, c'est important, mais ça ne suffira pas. Et là, on voit que les formes de travail des compétences psychosociales peuvent être différentes de celles qu'on peut avoir l'habitude de mettre en œuvre, notamment via des jeux de rôle, des mises en situation concrètes, des temps de débat. Bref, là, j'ouvre sur un autre point. L'Académie il travaille beaucoup là-dessus, mais je crois que c'est important de le rappeler. Pour une promotion de la santé efficace, il faut envisager aussi ces CPS, ces compétences psychosociales. Alors après cette longue introduction, je rentre dans la spécialité SVT pour y rester l'essentiel du temps qui me reste. Le discours, vous l'avez bien perçu, qu'on tient aux élèves autour du choix des spécialités, c'est de prendre des spécialités qu'ils apprécient, pour lesquelles ils ont un goût marqué, parce qu'ils vont devoir y travailler fortement, 4 heures en première et s'ils la conservent en terminale, 6 heures. Et les jeux des coefficients au baccalauréat, coefficient 16 pour chacune des spécialités, 32 pour les deux, plus 10 pour le grand oral qui va être ancré également dans les spécialités. Donc on voit bien que le jeu des coefficients 16 plus 10 pour les spécialités nous mène à 42%. Donc il faut vraiment qu'ils prennent des spécialités qu'ils apprécient, sur lesquelles ils vont beaucoup travailler et qui potentiellement correspondent à des choix d'orientation qu'ils aimeraient faire. Donc là, on voit qu'il y a un accent qui est mis fort, il y a un travail à faire sur l'éducation à l'orientation en seconde que vous faites, qui est important. Et je crois que dans ces choix d'orientation, il est important qu'on puisse dire, tenir un discours cohérent à l'échelle de l'équipe de SVT, d'un lycée, un discours sur ce qu'est notre discipline, intrinsèquement. Quelles sont ses vertus formatrices, au-delà des métiers dans lesquels on peut s'orienter en SVT, ça c'est important de le présenter et de le travailler aussi, mais finalement, faire des SVT, qu'est-ce que ça apporte de différent des autres spécialités, notamment scientifiques? Qu'est-ce que ça apporte en commun avec la physique-chimie, qui partage plein d'aspects communs, c'est aussi une science de la nature, une science expérimentale, mais il y a des spécificités à notre discipline. Donc c'est ça que je voudrais aborder avec vous, prendre conscience, j'espère que je n'enfonce pas trop de portes ouvertes, mais en tout cas qu'on puisse, je crois, tenir un discours à la fois aux élèves, qui se questionnent sur les choix des spécialités, aux parents, qui ont un rôle bien sûr fort, et puis aux collègues, parce que parfois, malheureusement, selon les dynamiques d'équipe, eh bien, il y a des discours qui peuvent être parfois erronés sur ce qu'est notre discipline, où on peut être présenté comme les équarrisseurs de grenouilles, donc une représentation un peu datée de ce que peut être la biologie ou la géologie, où on va casser du caillou. Donc je caricature, mais parfois on entend des discours de collègues qui connaissent mal notre discipline, et je pense que ça peut être important de l'expliquer par le biais de réunions de parents ou autres, ce qu'est notre discipline. Donc il me semble que important de rappeler que l'enjeu de prendre une spécialité en première et en terminale, éventuellement en terminale de SVT, par rapport à la seconde, c'est qu'on va évidemment aider les élèves à mieux comprendre, encore par rapport à cette seconde, ce que sont les caractéristiques de la discipline SVT. Je le détaillerai ensuite, notamment à travers la dimension expérimentale, mais pas que. Aussi à travers la dimension de sciences historiques que sont les SVT. Et là, ce sera une caractéristique par rapport à l'enseignement de physique-chimie au lycée. On s'intéresse à l'histoire de la Terre et à l'histoire du vivant. On ne s'intéresse pas qu'à un fonctionnement actuel et ce qui a des implications fortes sur la démarche. On va aider les élèves à étoffer leur cohérence conceptuelle, et ça, c'est en lien avec ce qu'a présenté tout à l'heure Sophie Ponce, les progressivités continues. On va aider les élèves à étoffer leur construction conceptuelle, le réseau conceptuel du métabolisme va s'étoffer avec les contenus de première et de terminale. Donc là, il y a matière à montrer les grands thèmes qu'on va travailler en première et en terminale. Et puis, peut-être davantage que la physique-chimie, on a un regard, un travail, une exigence autour de l'argumentation, qui se manifeste d'ailleurs dans l'exercice 1 des E3C et de la future épreuve terminale du baccalauréat, une épreuve de synthèse argumentée, où on souhaite que les élèves nous racontent ce qu'ils ont compris d'un sujet, mais pas de façon dogmatique, théorique et livresque. C'est pas « voilà ce que je sais », c'est « voilà ce que je sais et quels en sont les arguments ».
une synthèse argumentée. Et donc le travail sur l'argumentation, c'est exigeant, hein, c'est ambitieux, mais c'est à l'image de ce qu'est la science. C'est-à-dire que la science, comme vous le savez, construit des explications scientifiques, des modèles théoriques, appuyés en relation sur des données, des faits, des observations, des expérimentations. Donc il semble important que les élèves co-construisent cette relation entre les faits et les idées, les observations et les modèles théoriques qui en rendent compte. Donc une exigence épistémologique plus marquée encore qu'on l'a toujours depuis le collège, cette exigence, mais là, elle prend un poids important en spécialité. Et puis, une exigence de pratique expérimentale qui est forte. Les ECE, vous avez dû constater qu'ils augmentent dans l'épreuve terminale d'1 point, ils passent à 5 points, alors qu'ils sont à 4 actuellement. Ce n'est pas le cas en physique-chimie, ils ont souhaité rester à 4 points sur 20. Il nous a semblé pertinent, de par le temps important de préparation de ces ECE, la volonté d'afficher l'importance de cette pratique expérimentale dans nos disciplines, d'élever à 1/4 de la note de l'épreuve terminale, donc 5 points sur 20 pour les ECE, qui ne changeront pas dans la philosophie par rapport à ce que vous faites actuellement, mais qui augmentent en termes de poids dans la note. 1/4 de la note sur un coefficient 16, ce n'est pas négligeable du tout. Et puis le développement des compétences de communication orale, mais ça vous en reparlerez tout à l'heure, notamment dans la perspective de l'épreuve du grand oral. Alors, finalement, si je résume de façon un petit peu différente de ce que je viens de dire, j'aurais envie de dire que notre discipline, elle est très formatrice. Et quand on entend parfois des discours de certains collègues du SUP sur les spécialités et les choix stratégiques de spécialités, ça interroge sur la perception qu'ils ont de notre discipline. On est une discipline plus que la physique-chimie encore, qui s'intéresse au complexe, au réel dans les deux cas, mais un réel très très complexe. On ne va pas se limiter à modéliser des systèmes élémentaires et simples, mais on s'intéresse au vivant et à la Terre. Que faire de plus complexe que le vivant et la Terre ? On s'intéresse à ce vivant et à cette Terre sous des angles complémentaires, notamment fonctionnels et, je l'ai dit précédemment, historiques. Et ça a des impacts sur... La physique pourrait le faire, mais n'a pas choisi d'étudier la cosmologie, par exemple, et l'histoire de l'univers, ce n'est pas abordé. Donc la physique est dans cette dimension cosmologique, également historique, mais la physique scolaire ne met pas en avant cette dimension. Et puis, vous l'avez bien compris, je l'ai largement développé dans mon introduction, plus encore que les autres disciplines scientifiques, on est au cœur de questions sociétales majeures. Donc là, je crois qu'on a de quoi montrer qu'on a une discipline qui est riche et formatrice pour les élèves. Alors, ce réel biologique complexe, j'avais envie de mettre un accent aussi sur le fait qu'on est une école de l'observation. Notre discipline apprend peut-être plus que d'autres, parce qu'en biologie et en géologie, on s'intéresse à la structure des objets biologiques et géologiques, pas que bien sûr, mais aussi à son fonctionnement, sa dynamique et son histoire. Mais il y a nécessité de décrire les objets, d'où l'importance et l'attachement sur cette dimension de l'observation et de sa représentation, que ce soit par des photos, des dessins, des schémas, etc. Mais je crois qu'on travaille davantage que dans d'autres disciplines cette représentation du réel. Les arts plastiques le font, mais avec un autre objectif que le nôtre, bien évidemment. Ou la technologie qui a un but de production, de fabrication d'objets, donc c'est encore un autre intérêt à la représentation. Une école de l'observation, de l'expérimentation et de la modélisation, mais de ce point de vue-là, il ne me semble pas qu'on se distingue fortement de la physique-chimie. Une école des différentes échelles d'espace et de temps. Je crois qu'on est du temps très court des réactions chimiques au niveau du métabolisme par exemple, au temps très long de la géologie, du milliard d'années. Et je crois que là, cette difficulté qu'on peut avoir à appréhender le temps long, c'est une difficulté qu'on travaille en plein quand on est dans la géologie historique et dans les sciences de l'évolution. Du micro au macro, du microscope jusqu'à l'objet de terrain et la réalité des structures de terrain quand on va faire des sciences de la Terre, une école de la diversité. Et c'est vrai que la physique s'attache beaucoup à décrire des lois universelles. La loi de gravitation universelle, et qu'on aille s'intéresser à des interactions entre des astres au niveau de l'espace ou à la chute d'un corps, on aura les mêmes lois de gravitation, d'attraction universelle. En biologie, on a davantage... Il faut prendre en compte la diversité. La question du modèle d'étude, je vais travailler sur le fonctionnement d'une souris. Est-ce que ce sera transposable? Qu'est-ce qui sera transposable à des insectes? Qu'est-ce qui sera transposable à des levures? Qu'est-ce qui sera transposable à des bactéries? Donc la question du modèle d'étude et du degré de généralisation, du particulier et du général, c'est quelque chose qu'on travaille fortement dans notre discipline.
Donc cette articulation entre le précis et le général, c'est une vraie difficulté didactique et qu'on prend à plein, évidemment. Quand on dissèque des branchies de poissons, quand on fait la respiration des êtres vivants, ce n'est pas la truite qui nous intéresse, c'est de pouvoir généraliser au concept plus global d'échange respiratoire, de surface d'échange, etc. Et puis d'où l'importance aussi de la pensée classificatoire. Toutes les disciplines classent leurs objets d'étude, toutes. Les éléments chimiques, classification périodique des éléments Mendeleïev, par exemple. Toutes les disciplines classent, mettent de l'ordre dans leurs objets d'étude. Mais nous, particulièrement, puisque la classification phylogénétique, c'est un moyen de reconstituer l'histoire évolutive. Donc s'intéresser à l'histoire, on classe aussi pour comprendre l'histoire évolutive. Donc cette pensée, établir des ressemblances, caractériser des ressemblances et grouper en fonction de ces ressemblances, on le travaille fortement, bien plus cette pensée classificatoire que d'autres disciplines. La variabilité biologique, travaillons sur 10 plantes, on n'aura jamais, on le sait bien, 10 fois le même résultat. Donc on est une école de la pensée statistique. La médecine d'ailleurs nous le dit bien, ce qui intéresse fortement les médecins, c'est que les mathématiciens travaillent, et on a une discussion en ce moment avec les écoles vétérinaires sur leur cycle préparatoire intégré, on pourra en parler si vous souhaitez, mais ce qui les intéresse fortement en mathématiques, c'est les statistiques, pour travailler en biostatistique. Donc parce qu'on a un vivant qui est éminemment variable. Et puis, école de la complexité, quand on travaille sur un être vivant, difficile d'isoler une seule cause. Les phénomènes sont en général multicausaux, avec des interactions, comme tu l'as dit tout à l'heure, à toutes les échelles. Regardons l'immunité, est un magnifique exemple d'interaction à l'échelle moléculaire, cellulaire, à l'échelle de l'organisme. Et donc travailler l'immunité, une belle école de pensée de l'étude de ces interactions, des causalités multiples. Maladie plurifactorielle. Comprendre que la détermination d'un phénotype n'est pas que génétique, mais que l'environnement joue fortement. Et donc aider les élèves à ne pas avoir une vision binaire, mais au contraire une vision plus systémique du monde, qu'elle soit à la fois au niveau des bilans quantifiés. On nous reproche parfois de ne pas être assez mathématisé. Il y a des champs pour lesquels on a besoin de mathématiser les choses, notamment pour étudier les flux au niveau de systèmes donnés, que ce soit au niveau de la Terre ou d'un être vivant. Et puis la dimension, le concept de régulation qu'on aborde maintenant en terminale avec la régulation de la glycémie notamment, et puis du cortisol également dans le cas du stress. Eh bien, ce concept de régulation est majeur pour penser justement des interactions stabilisées, régulées, en constance notamment. Et puis, une école de l'interdisciplinarité. Pour faire de la biologie et de la géologie, on a besoin, alors pour nous ça deviendra des outils, mais des outils physiques, chimiques, mathématiques, et pas que, parce qu'on étudie parfois aussi certains phénomènes qui peuvent avoir des implications sociales, historiques, philosophiques, avec les questions d'éthique du vivant par exemple. Donc, je crois que cette diapo précédente, elle était très longue, mais elle montre qu'on a plein de choses importantes et intéressantes à apprendre aux élèves et que les vertus de notre formatrice sont loin d'être l'image d'Épinal qu'on peut décrire malheureusement. Alors, derrière la dimension sciences duales et sciences historiques, là, je reprends... Si cet aspect vous intéresse, Guillaume Lecointre le discute beaucoup dans Guide critique de l'évolution, mais Jean Gaillon, un philosophe de la biologie, a écrit un bel article qui s'intitule « La biologie entre loi et histoire ». C'est-à-dire que, oui, des lois de la physique et de la chimie s'appliquent au vivant. Et quand on va s'intéresser par exemple au fonctionnement du vivant ou au fonctionnement de la Terre, on va appliquer ces lois de la physique et de la chimie. On va pouvoir appliquer la loi de Fick pour étudier les échanges gazeux, la loi de Poiseuille pour étudier la dynamique sanguine, etc. On pourrait multiplier les exemples, mais des lois s'appliquent au vivant. Pour autant, on ne peut réduire la biologie à une science des lois, une science fonctionnaliste. Le terme de la science qui établit des lois et des régularités, ce sont les sciences nomologiques, parce qu'on est aussi lié à une certaine historicité. Si on veut expliquer l'histoire du vivant, on est obligé de faire part à des dimensions liées au hasard, à des contingences. Si une météorite n'était pas tombée sur Terre, la biodiversité aurait été tout autre. Si, on est obligé pour expliquer l'histoire de la Terre et l'histoire de la vie de faire appel à des aspects qui sont historiques, qui sont contingents, et ce qui a un impact sur les démarches, c'est-à-dire que dire qu'on discipline est une science expérimentale est éminemment réducteur. Bien sûr qu'on l'est. Pour étudier le fonctionnement d'un être vivant ou de la Terre, on va réaliser des expériences.
on va modifier le réel pour mieux le comprendre. C'est une démarche expérimentale. Mais par contre, quand on s'intéresse à la formation d'une chaîne de montagne, par exemple, l'histoire du massif armoricain, eh bien, on ne va pas expérimenter sur ce massif armoricain qui n'a plus de relief tel qu'il l'avait à l'ère primaire. Et donc, on va étudier des traces. On va essayer de construire une histoire plausible et cohérente par une démarche qui ne sera plus une démarche hypothético-déductive comme dans les sciences nomologiques, mais on va procéder par abduction, c'est-à-dire comme la démarche d'un enquêteur, d'un policier, qui retrouve un certain nombre de faits, et à partir de ces faits, d'observations, de descriptions, de mesures géochimiques, etc., eh bien, toutes ces données, elles vont permettre de construire une histoire probable, la plus cohérente de ce qu'ont pu être, ces massifs anciens à une histoire donnée. Donc vous voyez bien qu'on a une science historique où on veut remonter le temps, et on remonte le temps grâce à des principes tels que l'actualisme, c'est-à-dire qu'on suppose que le fonctionnement de la Terre dans le passé était proche du fonctionnement actuel, et donc à partir de ce qu'on connaît actuellement, on peut reconstituer l'histoire du passé. Donc la démarche de science historique n'est pas une démarche strictement expérimentale. Donc ce serait réducteur de s'appeler science expérimentale, et je crois que la formation à cette science historique, c'est un enjeu majeur, et c'est pour ça, par exemple, que le thème de terminale sur les temps géologiques d'une part, et la reconstitution d'histoire d'un océan ancien, d'une chaîne de montagne, est majeur pour aider les élèves à travailler cette démarche historique. Alors, la question science en prise avec la société, je crois que là, je n'ai pas à vous convaincre qu'on est une science largement en prise avec les questions de santé et d'environnement notamment, et le fait que, plus que d'autres disciplines, en même temps, en disant le plus, j'ai l'air de faire notre promotion, ce qui est un petit peu bizarre. L'ambition, vous l'avez bien compris de mon exposé, est bien de mettre en avant les vertus formatrices, et donc d'où cette approche peut-être un peu comparative, mais de nombreuses questions scientifiques font débat dans la société. Et je crois que c'est un des enjeux de l'école, que d'aider les élèves à être un petit peu au clair sur les choses stabilisées, ce que la science sait et dit sur des phénomènes, et ce qui relève davantage de valeurs, de croyances, et on le fait sur un certain nombre de thèmes. On le fait dans l'enseignement scientifique, par exemple, sur la question de l'âge de la Terre, qui est loin d'être une question stabilisée pour pas mal de personnes. Hein. Dans certains sondages, jusqu'à 10% des personnes ont des représentations erronées, donc et on le fait sur d'autres aspects, puisque la vaccination en spécialité est par exemple abordée en classe de première. Sur l'aspect climatique, c'est un enjeu majeur du programme de terminale dans les deux disciplines. Le nouveau programme de spécialité, alors là j'avais prévu de dire des choses qui ont déjà été dites tout à l'heure, donc je vais parler que du dernier point pour aller un petit peu plus vite, sur l'idée que les compétences s'appuient sur des connaissances évidemment, mais aussi des capacités pratiques, et certaines capacités sont nouvelles par rapport à l'ancien programme. Alors, notamment l'idée de l'écriture, mais Sophie pourrait mieux en parler que moi, hein, puisque Sophie était à la manœuvre, puisqu'elle faisait partie du groupe d'experts, donc vous avez la chance dans l'académie d'être proche de concepteurs. L'idée était de pouvoir enrichir et diversifier les pratiques. Mais vous le savez, en SVT, on a fait le choix d'avoir des capacités qui sont des possibles pédagogiques. Et du coup, l'idée de pouvoir ouvrir sur des pratiques des pratiques scientifiques récentes, comme par exemple en sciences de la Terre, l'utilisation de systèmes d'information géographiques, qu'on peut coupler de façon pertinente en sciences de la Terre ou en écologie. L'idée de pouvoir engager des élèves à aller faire de la bioinformatique plus tard, par exemple, qui est un champ qui a beaucoup de débouchés. Les élèves, depuis la seconde, programme en Python. Donc si c'est quelque chose qui vous motive, sur lequel vous souhaitez vous former, bien, il y a matière à travailler par exemple du séquençage via un programme Python. Microcontrôleurs, beaucoup travaillé en physique, obligatoire en physique, donc les élèves connaîtront ces microcontrôleurs. Arduino, par exemple, c'est une marque, mais il y en a d'autres, pour réaliser une acquisition de données qui n'est pas une acquisition de boîte noire, puisqu'ils vont programmer cette acquisition et le traitement des données. Et puis, bien sûr, de plus en plus se développe en sciences l'open data, donc les données sont de plus en plus disponibles, donc pouvoir travailler sur des données. Et là, on a des programmes de sciences à l'école, comme Sismo à l'école, Météo à l'école, Génome à l'école, où on peut avoir accès à des bases de données formidables, et puis des organismes de recherche aussi donnent accès à des données. Donc aider les élèves à travailler sur ces bases de données, c'est un enjeu possible de notre enseignement.
d'ouvrir également des boîtes noires sur l'acquisition et le traitement des données. Chose que les physiciens mettent plus en avant que nous, comme je l'ai dit, en vertu formatrice, ils travaillent beaucoup, par exemple, l'acquisition de données et un travail fort autour des incertitudes de mesure. Donc les élèves vont avoir de bonnes bases aujourd'hui sur la question des incertitudes de mesure qu'ils travaillent plus fortement que nous. Alors, je passe cet aspect-là puisque je ne vais rien dire de plus que ce qu'a dit Sophie. Je préfère aller sur un exemple pour présenter la cohérence didactique autour d'un thème, le climat, et qui est complémentaire justement, et c'est une des sources potentiellement de difficultés si on manque de recul sur la place de l'enseignement scientifique vis-à-vis des SVT. Et j'espère que cette réflexion didactique sera en partie transposable, notamment lors des réunions de bassin après les vacances de Noël, c'est ça, hein, au mois de janvier, en janvier. Alors, pour introduire, le champ de la didactique, qui s'intéresse à l'enseignement et à l'apprentissage de savoirs disciplinaires donnés, s'intéresse soit au pôle élève, à la dimension de comment un élève apprend, quelles sont ses difficultés, au pôle enseignant. Il y a des collègues qui travaillent en didactique des sciences sur les pratiques enseignantes. Et il y a une autre échelle de la didactique qui s'appelle la didactique du curriculum, et des chercheurs s'intéressent à comprendre comment sont organisés les curricula, si on latinise le mot, et c'est une entrée aussi sur les politiques éducatives. Donc là, je vais avoir une toute petite approche de didactique plutôt curriculaire, et ensuite j'aborderai des aspects sur les élèves et les obstacles. Alors, il y a des termes, alors après on peut voir ça aussi comme des lubies et des effets de mode pédagogiques du système, on remplace un terme par un autre. On parlait longtemps de cohérence verticale. Moi, quand j'ai fait ma formation de jeune prof, on utilisait ce terme-là. Un terme qui est un peu moins usité maintenant, et on utilise un autre terme plus fréquemment qui est spiralaire. Vous voyez, ça, vous avez déjà entendu ça, non? Spiralaire. Donc, qu'est-ce qu'on y met? Alors, le terme de didactique spiralaire et de curriculum spiralaire a été introduit par un psychologue américain, Jérôme Brunner, donc dans les années 60, qui utilise cette métaphore pour désigner le fait que alors l'idée sous-jacente, c'est que tout sujet peut être enseigné sous une forme intellectuellement honnête à tout enfant, tout jeune, à différents stades du développement. Simplement, on ne va pas l'enseigner. Donc là, en ordonnée, on pourrait le voir dans les deux sens, ce graphique, on pourrait voir le temps en abscisse et le niveau d'acquisition en ordonnée. Finalement, ça serait, en y repensant, je me suis dit que ça serait peut-être mieux de présenter la figure dans l'autre sens. Là, elle est présentée avec le temps en ordonnée, donc un élève jeune et puis plus âgé, et le niveau d'acquisition. Donc vous voyez que cette spirale, elle n'a pas un tour de spire identique à chaque tour de spire. Là, il y a un élargissement. Autrement dit, l'ambition éducative, c'est qu'au fur et à mesure qu'un élève, année par année, fréquente un thème d'études données, eh bien, qu'il en sache de plus en plus. Donc quand on en reste à là, on peut se dire tout ça pour dire que plus il avance, plus il doit en savoir. C'est une banalité sans nom, vous en conviendrez. Donc si on veut aller un peu au-delà, qu'est-ce qu'on y met derrière cette idée de spirale? Eh bien, on peut se questionner de comment les obstacles aux apprentissages viennent jouer dans cette... Est-ce que cette progression spiralaire qu'on veut sur le papier et qu'on écrit sur le programme, quand on va voir les élèves en vrai, est-ce qu'elle est si spiralaire? Et vous savez que non, quand on dit en seconde, par exemple, on disait la biodiversité, ils l'ont fait en cycle 4, les profs de seconde vont dire, oh là là, ils ne se rappellent de rien sur ce qu'ils ont fait en collège, et puis après, en L1 ou en prépa, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font au lycée aujourd'hui? Ils ne savent rien. Enfin, c'est l'Arlésienne. À chaque fois qu'on change d'un niveau du système éducatif, on a toujours l'impression qu'ils n'ont rien fait avant. Alors, on pourrait analyser ça de façon intéressante, mais une des raisons, c'est justement lié à la question des obstacles et de leur résistance. Donc je vais le développer un petit peu. Et puis, là, on peut aussi l'interroger, cette spirale, en termes de niveau de formulation du concept. C'est-à-dire comment le concept de digestion formulé à l'école primaire, au niveau de collège, au niveau lycée, comment il s'enrichit des autres disciplines, comment il s'enrichit des nouveaux problèmes qui se posent. Par exemple, là, dans le programme encore en vigueur en terminale, en spécialité, quand on aborde le cas des enzymes digestives, eh bien, la digestion, on l'envisage sous un angle de catalyse et de thermodynamique. Comment des substances vont accélérer un mécanisme, chose qu'on n'envisage pas en collège, où les élèves voient les enzymes un peu comme des ciseaux qui vont couper quelque chose. Donc on voit bien que la dimension thermodynamique, catalyseur, vient enrichir le concept et son niveau de formulation. Alors, ceci étant dit,
je souhaiterais qu'on croisait la métaphore de ces tours de spire élargies avec la dimension de réseau conceptuel. Parce que si notre ambition de l'enseignement, tout à l'heure j'avais parlé de culture scientifique et de conceptualisation, si l'idée de l'enseignement c'est d'aider les élèves à se représenter le monde de façon abstraite, d'avoir une idée sur le monde, eh bien on le fait grâce à des concepts qui nous aident à penser théoriquement le monde. Ces concepts, ils sont reliés en réseau. C'est un peu la différence peut-être entre une notion élémentaire, fragmentaire, isolée, et un concept qui a une vision, qui a une notion de... le concept, il peut être défini comme étant mis en réseau avec d'autres concepts. D'où cette représentation de réseau conceptuel. Donc finalement, vous voyez que dans une petite tour de spire, mon réseau conceptuel, il est réduit, et ce qu'on souhaite, c'est étoffer les liens, et d'où l'importance de ce que disait Sophie Pons en introduction, où, en disant il y a des choses qu'on voit dans plusieurs morceaux du programme. Et comment ce qu'on va voir dans le thème 3 sur la respiration et le métabolisme de la cellule musculaire, eh bien ça vient étoffer le réseau du métabolisme qui aura été abordé dans un autre thème via la photosynthèse et les produits de la photosynthèse. Eh bien ce réseau du métabolisme et de la biochimie, eh bien, est-ce qu'on laisse les élèves seuls faire le lien ? Parce que dans un cas, on s'intéresse à l'effort physique, on s'intéresse aux muscles, et dans l'autre cas, on est sur un autre aspect lié au fonctionnement du végétal. Si on veut que l'élève il raccroche ces deux réseaux conceptuels, ça veut dire qu'il y a un travail didactique à faire pour aider l'élève à voir ce qui est commun dans les deux, voir ce qui peut être spécifique à l'un et à l'autre. Et si on laisse l'élève seul faire le lien, bien, on peut imaginer que l'année d'après, en L1, il y a peu de chances qu'il l'ait fait tout seul, parce que c'est compliqué de faire ce lien conceptuel entre les deux voies métaboliques. Avec deux collègues, Camille Rizzi et Mathieu Rachenbach, on a écrit un petit article dans la revue La Météorologie, on s'est prêté à ce jeu-là pour la question du climat. Et on voit qu'on le fréquente à plusieurs reprises. En cycle 3, donc là c'est des copier-coller, en cycle 3, quelques phénomènes météo et climatiques, des événements extrêmes. Cycle 4, on étudie à nouveau des phénomènes climatiques, différences météo-climat. Et on introduit la relation climat-humanité et les risques climatiques. Seconde, le climat pas étudié comme objet d'étude pour lui-même, mais on voit l'impact de changements climatiques sur l'érosion et sur la propagation d'agents pathogènes. Première, en enseignement scientifique, l'étude du bilan radiatif et de l'effet de serre. Donc autrement dit, des bases physiques de la compréhension énergétique du climat. Et puis en spécialité, on aborde l'effet du climat sur les écosystèmes, comme tu l'as dit Sophie tout à l'heure. En terminale, en enseignement scientifique, gaz à effet de serre, on les remobilise pour comprendre finalement le système climatique et ses différentes composantes, les rétroactions, les modèles et les projections climatiques pour le futur et les scénarios de transition énergétique. Et puis, en spécialité, le climat remarquable du passé. En commun, on aborde les questions d'adaptation et d'atténuation des sociétés humaines face au changement climatique. Donc, en vous présentant ça, j'efface complètement ce que j'ai dit sur les obstacles et les niveaux de formulation. Là, j'ai juste fait une cohérence verticale des échelles. Pac, pac, pac. Alors, quel est l'intérêt d'intégrer les obstacles ? Peut-être, tant pis, je déborde un tout petit peu, mais sinon j'aurais raté l'objectif qui était là. Mon introduction était trop longue finalement. Un obstacle, c'est un mot qui est très polysémique et on l'utilise pour dire tout et rien. Parfois on dit « oh, un obstacle » au sens commun, c'est-à-dire une difficulté ou l'absence de connaissances. Oh, l'élève, il n'a pas réussi, l'obstacle, c'est qu'il ne savait pas cela. Il ne savait pas, donc il ne pouvait pas faire. Et l'obstacle est vu ici comme en creux, comme un manque, l'absence de. Ou ce n'est pas non plus une difficulté procédurale. Un élève qui n'arrive pas à faire un graphique parce qu'il ne sait pas où est l'ordonnée, où est l'abscisse, etc., ce n'est pas ce qu'on appelle un obstacle au sens épistémologique du terme. Un obstacle, alors, n'est pas une difficulté, mais c'est un mode de fonctionnement confortable, économique de la pensée. J'ai l'impression, je pense que l'intérieur de la Terre est liquide. Eh bien, c'est une conception qui est confortable. Voilà, ça marche bien avec la métaphore d'une plaque de liège qui flotte sur de l'eau. C'est confortable. Et ce n'est pas forcément un obstacle pour penser la mobilité des plaques sur ce liquide sur lequel ça flotterait. Donc, par contre, ça devient un obstacle, cette conception, quand on aborde le problème du magmatisme et de la fusion partielle. Il n'y a plus de fusion, il n'y a plus de fusion à penser si tout est déjà liquide. Donc, penser l'intérieur de la Terre liquide devient un obstacle pour penser la fusion partielle. Il n'y a plus à fondre, c'est déjà fondu. Donc, vous voyez que dans certaines situations,
un mode de pensée peut être confortable et ne pas... Et dans d'autres situations, ça peut devenir un vrai obstacle pour l'apprentissage parce que ça empêche de voir un problème. Donc finalement, travailler des concepts scientifiques, ça implique de travailler des obstacles, mais à plusieurs reprises dans différentes situations. Parce que c'est tellement confortable pour la pensée. Le finalisme, penser qu'il y a un sens aux choses, c'est tellement confortable, on a beau l'avoir travaillé une fois, eh bien, ça revient par la suite. Donc, importance de le retravailler à plusieurs reprises, mais dans des situations qui ne sont pas les mêmes à chaque fois, où on change d'entrée pour laisser l'élève pouvoir exprimer sa forme de pensée et y retravailler. Et donc, pour le climat, là, je vais citer 2 obstacles majeurs. 2 formes de pensée communes qui vont être un obstacle à l'objectif qui est la pensée systémique. L'idée de penser le climat comme un système climatique avec des échanges entre différents compartiments et un bilan énergétique équilibré. Il y a autant d'énergie qui rentre dans le système que d'énergie qui en sort. Et également, tout a lieu en même temps. Alors que les élèves, quand vous leur demandez d'analyser un schéma sur le bilan radiatif, par exemple pour le programme de première en enseignement scientifique, ils vont nous raconter une petite histoire. Avec d'abord, il y a les rayons du soleil qui arrivent au niveau de l'atmosphère, puis ils se réfléchissent, puis et enfin. Donc ils racontent le phénomène avec une chronologie, donc avec une temporalité qui intervient dans un régime transitoire, mais d'un point de vue systémique, le temps n'intervient pas. Le temps n'intervient pas, donc bien se distinguer que bien sûr, dans un premier temps, on peut créer un récit, mais il faut s'en distancier et d'interroger la place du temps dans ce phénomène systémique. Deuxième aspect, le raisonnement linéaire causal. Les physiciens, en didactique de la physique, ont beaucoup étudié cet obstacle qui est linéaire. Pourquoi ? Parce que y égale à x plus b, une relation linéaire. Donc une variation y ne serait liée qu'à une cause x. Vous voyez ? Alors que dans le climat, il y a de nombreuses causes et des rétroactions. Donc on ne peut pas réduire le climat à une seule cause simple. Il y a autrement dit, des vraies difficultés qui fait qu'il va falloir revenir à plusieurs reprises sur le climat. Alors là, j'avais prévu de détailler ça, mais je ne vais pas avoir le temps. Mais l'idée qu'on a choisi d'introduire le climat d'emblée, dès l'école, dès le cycle 3, sous les différentes échelles de temps et d'espace. Et pour bien distinguer météo et climat, c'est justement cette question d'échelle de temps. Le climat, on est sur un temps long, contrairement à la météo, où je vais prévoir pour 2 semaines à venir, et encore si je peux prévoir pour 2 semaines. Les changements climatiques à l'échelle aussi des temps longs, et ça va être l'enjeu de la terminale spécialité avec les climats du Carbonifère, les climats du Crétacé, etc. Et montrer que le climat a changé tout au long de la vie de la Terre. Mais après, il y a des questions de rapidité et de cinétique. Les questions de causalité, on entre d'abord dans le climat, dans expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques. L'attendu d'explication, c'est une causalité relativement simple. Sur le gaz à effet de serre, on en reste là. On ne va pas introduire la vapeur d'eau, on ne va pas intervenir sur le dégel du permafrost et l'éclatrate de méthane, on va rester sur un premier niveau d'explication d'une causalité relativement simple, sans des rétroactions qu'on introduira seulement au lycée. Et le climat et l'humanité, bien, c'est un enjeu qu'il faut introduire pour les raisons de changement sociétal dès l'école. Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas attendre. Mais après, on ne va pas le faire de la même manière, bien évidemment, à l'école, au collège et au lycée. Alors, du coup, j'ai représenté cela sous cette façon. C'est peu lisible, mais vous aurez le diaporama, vous pourrez le lire plus facilement. L'idée que le climat, on l'étudie déjà par rapport à 3 grandes problématiques que sont l'échelle de temps et d'espace. Et ça va être tout l'enjeu notamment de la distinction climat-météo et des climats du passé à l'échelle de l'histoire de la Terre. Donc là, vous avez le cycle 4, la seconde, la première et la terminale. Le système climatique, ses différentes composantes et ses interactions. Et le climat et l'humanité. Et ces 3 grands axes qui se construisent différemment selon on met l'accent pas forcément toujours sur les mêmes points à chaque niveau de classe, mais ils ont pour objectif d'aider les élèves à dépasser certains obstacles. Par rapport aux échelles de temps et d'espace, spontanément, les élèves ont une vision assez fixiste de la Terre. Et donc, il y a un enjeu à construire l'idée d'une dynamique et d'un changement. C'est normal que le climat change. Après, la question, c'est des questions de... Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la rapidité à laquelle le climat change. Mais le fait qu'il y ait des variations climatiques, ce n'est pas anormal et tout n'est pas lié à l'homme. Le système climatique, je l'ai dit tout à l'heure, mobilisait une pensée systémique et non pas une pensée séquentielle ou linéaire qui réduise à une seule cause. Et puis, dans le climat et l'humanité, aider les élèves à dépasser le climato-scepticisme,
c'est un fait scientifique établi, le climat se réchauffe et l'homme en est la principale cause. Je crois qu'il n'y a aucun doute, les nombreuses études internationales, les rapports du GIEC le montrent bien. Donc les propos climato-sceptiques qu'on entend dans la société, il faut qu'on souhaite que notre enseignement aide les élèves à dépasser cela, mais sans tomber non plus dans une approche catastrophiste. Et c'est-à-dire que parfois on a peur, ça peut faire peur, on a l'impression qu'on va mourir demain, et donc se dire qu'on peut faire des choses, et ça va être tout l'enjeu de travailler sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, aider les élèves à se projeter dans des métiers sur lesquels ils vont avoir à travailler pour de l'innovation technologique, pour des compréhensions de nouveaux phénomènes. Donc il y a des vrais métiers qui se multiplient pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes sociétaux. Ce que je viens de faire sur le climat, c'est peut-être ce que vous pourriez faire, notamment en bassin, et c'est l'ambition de travailler sur ces attendus. Là, j'ai segmenté pour le climat en trois grandes colonnes, en trois grands attendus différents, quelque part, à une progressivité, sans oublier la question des obstacles, les avoir en tête. On sait que les élèves vont avoir des difficultés à ne pas en rester à une vision temporelle et chronologique. Donc, comment on prend en charge la question du temps, par exemple. Et puis, Alain Potet était intervenu, je crois, à un précédent séminaire face à vous sur la question des inégalités socio-culturelles, qui, on le sait, sont assez fortes dans notre académie de Créteil. Et donc, la prise en compte des obstacles d'un travail explicite peut être un moyen d'aider pour tenter de réduire ces inégalités. Je n'ai pas eu le temps d'aborder l'enseignement scientifique, mais je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là. Je vous remercie.